Bonjour à toutes et tous. Un petit peu désolée de nos quelques minutes de retard. C'est comme toujours les petits aléas techniques, mais nous sommes là. Nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui sur une journée un peu spéciale parce que je ne sais pas si c'est vous avez entendu comme nous les peut-être changements à venir dans les entreprises. Et je pense qu'on a un sujet aujourd'hui qui tombe à pic sur la gestion des conflits en entreprise et au quotidien, parce que dans des périodes anxiogènes comme celles qu'on est en train de vivre, ça peut vite déraper. Donc, je pense que, Élodie, dans le contexte actuel, tu vas nous apporter beaucoup d'aide. Oui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Élodie Molossa, notre coach multicasquette, qui est à la fois la casquette éducatrice de jeunes enfants, directrice de crèche et coach parental. Donc, pour nous accompagner sur des sujets de conciliation vie pro, vie perso. Alors, on peut être parent et pas que. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la gestion des conflits en entreprise et au quotidien. Donc, je vais te laisser la main. Je vais partager l'écran pour que tu puisses avoir accès au chat. Alors, n'hésitez pas à nous parler. Vous avez deux manières de nous parler, soit dans le chat, soit, si vous voulez que ce soit de manière anonyme, vous pouvez poser des questions anonymes ou nous parler dans le chat. Alors, je partage. Hop. Merci Delphine. Alors non, je vais me mettre en toute petite. Hop. Et je partage l'écran. Eh bien, merci Delphine et puis bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session de coaching sur la conciliation vie pro, vie perso. En effet, aujourd'hui, on aborde la question de la gestion des conflits en entreprise et au quotidien. Ce qui est sympa avec Ma Bonne Fée, c'est que depuis quelques semaines, on a travaillé sur tout un programme d'accompagnement sur justement tout ce qui est le développement personnel et on a abordé des thématiques concilier vie pro, vie perso, la gestion des émotions. Et dans un fil conducteur, aujourd'hui, on aborde la question des gestions des conflits. Donc, vous avez compris, je suis Élodie Molossa, coach en développement personnel. J'aime beaucoup ce que je fais avec Ma Bonne Fée. On a beaucoup d'interactions avec les personnes qui se connectent avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot dans le chat, à me poser des questions pour que je puisse y répondre et qu'il y ait des interactions entre nous. J'espère que vous allez bien. Faites-nous un coucou si vous êtes là. On va commencer du coup notre session. Donc Delphine, tu peux y aller. Donc aujourd'hui, on parle de la gestion des conflits et on va bien entendu parler de la définition du conflit. Bonjour Sébastien, bonjour. Donc qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit ou une situation conflictuelle est un état d'opposition entre personnes ou entités. Il s'agit d'un désaccord d'idées, de sentiments, d'intérêts qui s'opposent à un autre. Donc le conflit, il est souvent empreint d'émotions, on va en parler, et peut générer des comportements agressifs et violents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conflit, il est dans notre vie au quotidien, dans notre vie personnelle, dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, et qu'il est inévitable. Il y a toujours des conflits, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des conflits. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir gérer un conflit, de savoir se positionner dans un conflit, de savoir désamorcer un conflit. Slide suivante. Donc, on a différents types de conflits qui existent, vous pouvez vous imaginer. On va un peu passer rapidement sur cela parce que, vous le savez, c'est quelque chose d'évident. On a le conflit d'intérêt qui est connu, qui est l'individu ou l'entreprise qui gère plusieurs liens d'intérêt qui s'opposent. Il y a toujours cette notion d'opposition. Le conflit d'idées, qui est un désaccord entre personnes qui portent sur des opinions, des points de vue. Je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, je ne suis pas d'accord avec ton idée. Il y a le conflit de personnes. Donc ça, c'est issu de réactions d'antipathie. Souvent, on dit qu'il y a de la compétition, il y a des propos évoqués qui sont souvent liés à l'autre ou à soi-même. Ça, c'est le conflit de personnes. Et puis, il y a le conflit de valeurs qui est très, très fréquent, qui est lorsque les valeurs et les principes s'opposent. Moi, j'ai la valeur respect, tu m'appelles bonjour, donc il y a un conflit de valeurs à ce moment-là. Il
Je vous ai donné vraiment l'exemple tout bête qui peut se produire souvent au bureau. Il y a aussi le conflit de pouvoir et d'autorité. Donc là, c'est lorsqu'il y a deux personnes qui sont du même rang hiérarchique qui s'opposent suite à l'empiètement par l'un ou l'autre par rapport aux compétences de l'un et de l'autre. Ça, c'est le conflit de pouvoir. Et puis, vous avez le conflit affectif. Donc là, c'est tout ce qui est emprunt à des sentiments. Le conflit intrapersonnel. Donc là, c'est la personne elle-même qui est en conflit avec ce qu'elle peut ressentir et ce qu'elle doit faire, par exemple. Le conflit générationnel, donc entre deux générations, les jeunes et puis les anciens, et puis le conflit d'opinion, qui est aussi le conflit d'idées. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le conflit, il y a la notion d'opposition, toujours deux choses qui s'opposent, des idées qui s'opposent, des valeurs qui s'opposent, des personnes dans leur caractère qui s'opposent, parce que nous sommes tous différents, parce que nous sommes tous animés par des valeurs, des idées qui sont différentes. On a un vécu, une éducation, une façon de voir les choses, une façon de voir le monde qui sont souvent différentes, et donc ça crée des conflits. La slide suivante, s'il te plaît, Delphine. Donc voilà pourquoi en fait il y a des conflits. On va parler des principales causes de conflits. Il y en a plusieurs, véritablement plusieurs. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était ce schéma qui est très intéressant. On a parlé il y a 2 semaines de la gestion des émotions, parce que c'est vraiment un sujet important qui revient là aujourd'hui sur la question de la gestion des conflits. Donc, le conflit, qu'il est géré dans la partie un peu cognitive, là où vous pouvez réfléchir, ça se passe bien. Donc, on a d'abord la pensée, hein, on est sur le bas du schéma. La pensée, les pensées qui conduisent, parce que vous réfléchissez, vous pensez à vos émotions, qui induisent donc, ou qui génèrent un comportement, puis des conséquences. Et puis, vous avez le niveau émotionnel. Et donc là, on a un seuil de l'embrayage cognitif. Donc, le niveau émotionnel, c'est quand d'abord on est animé par une émotion, puis après on pense, et ça génère un comportement, une conséquence. Slide suivante. Ce qui se passe dans le conflit, bien souvent, c'est que les émotions prennent le dessus. C'est-à-dire que là, le seuil d'embrayage cognitif est dépassé et les émotions ont pris le dessus. Et quand les émotions prennent le dessus, on est donc dans une zone qui favorise le conflit. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à faire travailler sa zone cognitive, à penser de façon logique, cohérente, objective. On est complètement dans les émotions. C'est pour ça, encore une fois, que c'est important d'avoir une bonne gestion de ses émotions, de travailler son intelligence émotionnelle, comme je dis il y a 2 semaines, parce que ça va pouvoir vous aider véritablement à être efficace, efficient dans la gestion des conflits. Donc là, on va voir un peu le listing de toutes les causes qui peuvent, enfin de toutes les causes, d'une partie des causes, des sources qui peuvent générer un conflit. On a l'absence d'objectifs clairs, pertinents et acceptés. Quand on travaille en entreprise, quand on travaille avec des collaborateurs et qu'on a des objectifs qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas logiques et qui ne sont pas acceptés par les collaborateurs, ça peut créer des conflits. Il y a également la mauvaise définition et la mauvaise répartition des tâches. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Deux collègues qui ont le même poste ne vont pas avoir une répartition des tâches équitable. Et donc, entre les deux collaborateurs, ça peut créer des conflits, ou entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique. Il y a aussi les méthodes et les procédures de travail qui sont trop lourdes. Donc, par exemple, on voit souvent dans la fonction publique, les process sont très lourds, les process de validation, les process sont lourds, et donc ça crée du stress et donc du conflit. Il y a également l'absence d'exemplarité. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est important quand on est même chez soi d'ailleurs, avec son conjoint, avec son mari, sa femme, ses enfants, d'être exemplaire. Au travail, sur son lieu de travail, c'est aussi important d'être exemplaire parce que le manque, l'absence d'exemplarité peut générer aussi du conflit. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de vous ne comprend pas que vous imposiez, que vous donniez une règle, une consigne et que vous-même, vous ne soyez pas en capacité de la respecter.
l'absence de valorisation des efforts et des résultats obtenus. Alors c'est vrai, elle l'a dit en préambule, Delphine, on est dans un moment un peu difficile. Je pense que partout dans le monde, on est tiraillé avec cette crise sanitaire et souvent dans le stress, sous la pression, avec tout ce qui nous est demandé à droite et à gauche, et ben on oublie de valoriser les efforts des collègues qui travaillent plus longtemps quand ils sont en télétravail, qui restent plus longtemps sur leur lieu de travail au bureau, qui absorbent des dossiers, des quantités de travail parce que on a des collègues qui sont absents parce qu'ils sont en arrêt maladie, et donc on oublie de valoriser les efforts. Le collègue qui n'a pas été valorisé alors qu'il est resté 2 heures plus tard au son travail et qu'il a géré 2 dossiers ou 3 dossiers en plus, il a besoin aussi qu'on reconnaisse son travail. Donc c'est important pour permettre aussi d'éviter les conflits. Si vous êtes d'accord ou si vous avez vécu ces situations, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Il y a également l'absence de relations efficaces avec la hiérarchie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on est manager, quand on est directeur général de service, quand on est DRH, on a besoin d'avoir des relations saines avec ses collaborateurs, des relations efficaces. On a des gens, on gère des gens et on a besoin de travailler en toute bienveillance, avoir des relations bienveillantes. Alors, on n'est pas là pour faire de la bobologie ou pour faire du social, mais quand même, c'est important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, et ça permet aussi de favoriser le bien-être au travail. Avec Ma Bonne Fée, on est justement sur la qualité de vie au travail, sur les QVT, et c'est important, en fait, d'avoir cette pensée-là pour éviter les conflits. Prendre soin de ses collaborateurs, leur témoigner de la bienveillance, avoir des relations saines, efficaces avec nos subalternes. Les ressources limitées. Alors ça aussi, c'est une grande cause de conflit. Ça peut être une cause de conflit au travail, mais aussi dans le couple. Quand on a un conjoint qui a perdu son travail et que l'argent à la maison manque, ou qu'au travail, on a des ressources de matériel limitées, ou un budget qui se voit complètement compressé, ça peut aussi générer des conflits. Il y a aussi une source qui est donc une source de conflit qui est la personnalité, le caractère des individus. On a des collègues qui sont émotifs, stressés, qui ont une façon très autoritaire parfois de gérer les choses, qui ont besoin que tout soit à une place, bien précise, bien définie, que les procès soient bien respectés. Donc ça c'est attrait à la personnalité de chacun, et ces choses-là créent également des conflits. On a également l'absence, le défaut de communication. Alors, je dirais que ça, c'est vraiment une des causes principales du conflit. C'est quand on a du mal à communiquer, quand on ne sait pas communiquer ou quand on ne communique pas de manière vraiment efficace, eh bien, on génère des conflits. Mauvaise gestion des émotions, j'en ai parlé. Confusion des rôles et des responsabilités. Ça aussi, c'est quelque chose, quand vous avez un collaborateur, son rôle, c'est de gérer tel service, mais qui va se mêler de ce qui se passe dans le service d'à côté. Ça génère des conflits. Et puis, la compétition qu'on retrouve beaucoup en entreprise, surtout dans les milieux où il y a des commerciaux et que donc il y a des rémunérations, à la commission, au nombre de ce que vous allez faire, de contrats que vous allez signer, etc. C'est compliqué. Et puis la coopération entre collaborateurs. Donc voilà un peu les principales sources de conflits. Et donc, dans les émotions, je m'étais noté quelque chose d'important, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on peut dire et qui peut juger l'émotion de l'autre. Je vous disais, on va en parler encore plus tard, mais c'est important de faire attention. Dans le conflit, l'émotion, elle est souvent bien mêlée. Et donc, quand on s'adresse à quelqu'un, il faut faire attention à la manière dont on va s'adresser à lui, parce que si vous jugez l'émotion de l'autre dans votre façon d'aborder les choses, vous risquez d'enliser le conflit, d'accentuer la situation. Une émotion ne doit être ni jugée, ni contrée, parce que c'est ça qui va permettre d'apaiser le conflit. Et puis, il y a aussi, je ne l'ai pas noté sur cette slide, mais comme source de conflit, les interprétations. C'est important de faire attention à cela aussi.
Parce que quand vous interprétez le comportement de quelqu'un, une phrase que vous avez, un bout de phrase que vous avez entendu entre deux portes, ça crée vraiment du conflit. Le fait aussi d'aller répéter à son collègue, ah bah tu sais, j'ai entendu ça, voilà, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ça génère du conflit parce que souvent c'est répété, déformé, amplifié. Donc il faut avoir vraiment toute la bienveillance et je dirais même la sagesse dans la gestion de conflits pour faire en sorte que ce soit désamorcé. Je pense qu'aucun d'entre vous n'avait envie de vivre quotidiennement des conflits, que ce soit sur votre lieu de travail, si vous travaillez dans une association ou bien au sein de votre foyer, dans votre vie de couple avec vos enfants, vous n'avez pas envie de vivre quotidiennement un conflit. C'est quelque chose de désagréable, c'est source de stress, de mal-être, de dépression aussi, de burn-out. Donc, il faut que chacun se responsabilise et se dise, mais moi, quand il y a un conflit, eh ben, qu'est-ce que j'adopte comme comportement? Quelle personne je suis dans le conflit? On passe à la slide suivante, justement. On va aborder les 5 types de comportements qu'on rencontre quand on est dans le conflit. Donc, vous avez l'accommodement. L'accommodement, c'est la personne qui cède face à l'autre. Voilà. J'aime pas le conflit, on discute, je sens qu'il y a un peu de tension, je dis ok, tu as raison. Ça, c'est l'accommodement. On a également le comportement de compétition. Là, c'est quand une personne cherche à dominer l'autre. Dans les caractères, on parlait des sources de conflit, tu parlais de caractère de personnalité, il y a ceux qui sont souvent dominants dans leur caractère, un peu autoritaires. Et donc, ceux-là, ces personnes-là, font face au conflit avec un comportement de compétition. Ils prennent le dessus. Il y a l'évitement. L'évitement, c'est celui, tout simplement, la personne qui évite le conflit, comme si le conflit n'existait pas. On a souvent des managers qui sont comme ça, qui font l'autruche. Voilà, ils mettent la tête dans ça. Il y a un conflit entre deux collaborateurs. J'ai pas entendu, j'ai pas vu, et voilà, et on attend que ça se passe. Sauf que ça ne peut qu'aggraver la situation. On ne doit pas, dans le conflit, être dans l'évitement. C'est vraiment quelque chose de très nocif. Il y a la collaboration, ça c'est quand on travaille avec l'autre pour tenter de résoudre le problème. Et puis, il y a le comportement qui est donc le compromis qui, en fait, cherche à trouver rapidement une solution avec la personne avec laquelle vous êtes dans le conflit ou si vous êtes une tierce personne dans le conflit. Si vous cherchez systématiquement à trouver rapidement une situation pour désamorcer le conflit, donc vous êtes une personne qui, face au conflit, est dans le compromis. Et ça, c'est vraiment une bonne attitude, c'est vraiment une bonne posture, la collaboration également. Sinon, l'accommodement, la compétition, l'évitement, c'est vraiment pas l'idéal quand on veut désamorcer un conflit. Donc, on passe à la slide suivante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le chat, qu'on discute un peu. Est-ce que vous faites face à des conflits, vous aussi? Quels sont les conflits auxquels vous faites face en ce moment? Est-ce que vous avez vous éprouvez des difficultés? Vous avez le sentiment parfois que c'est aussi toujours le même type de conflit qui revient et voilà, et vous avez du mal à vous sortir de ça? Est-ce que vous avez peur, vous, par exemple, de gérer les conflits? Est-ce que vous êtes fuyant? Est-ce que vous avez du mal? Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas capable? Donc, il y a Delphine qui nous dit: comment fais-tu la distinction sur colère, conflit? Est-ce que cela fonctionne ensemble avec l'émotion de la colère? Eh bien oui, Delphine, comme je le disais, dans le conflit, il y a systématiquement de l'émotion. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à gérer ses émotions parce que selon le caractère des uns et des autres, vous pouvez avoir tout de suite le stress, la colère qui vient et qui se fait le conflit. Et donc, vous avez une discussion avec quelqu'un, vous êtes de nature, on va dire, vous avez des gens qui disent: ah bah, je suis sanguin. Donc, du coup, vous allez vite monter en pression, mettre un coup de poing dans une porte, voilà, jeter un truc sur votre bureau, claquer une porte. Là, c'est vraiment, voilà, c'est plutôt votre mauvaise gestion de la colère qui fait que le conflit s'enlise. Le conflit vient et vous réagissez émotionnellement. Donc, quand on a cette sensibilité, cette difficulté, il faut apprendre à prendre du recul, se dire, OK,
là, je sens que je vais m'énerver. Je le sens, vous le sentez. C'est physique. Il y a 2 semaines, quand on parlait de la gestion des émotions, je disais qu'une émotion, quand elle arrive, elle crée une réaction physiologique. Donc, vous vous sentez tout de suite avoir chaud, vous avez le cœur qui bat, vous bégayez, vous sentez voilà, que ça palpite, ça part dans tous les sens. Et donc, il faut savoir se dire, OK, là, je peux pas discuter avec toi tout de suite parce que je sens que je vais me mettre en colère et je veux pas entrer dans cet état émotionnel-là. Je veux pouvoir gérer la situation. Donc, laisse-moi prendre du temps, laisse-moi prendre du recul, laisse-moi aller prendre l'air. Voilà. Donc, justement, on va aborder les compétences pour gérer les conflits. Donc, dans la gestion du conflit, il y a plusieurs compétences. Moi, je vous en ai mis 6, mais en réalité, il y en a bien plus que cela. Et c'est les 6 qui me paraissaient les plus importantes. Dans un premier temps, il y a le sens de l'observation. Vous pouvez être soit dans le conflit ou soit être une tierce personne dans le conflit. Si vous êtes dans le conflit, donc vous êtes déjà dans alors, il y a plusieurs types de conflits, hein, on l'a vu, mais le conflit ne se manifeste pas toujours de la même manière. Vous avez un peu ce qu'on appelle les guerres froides. Il y a conflit, on ne se dispute pas vraiment, il y a des silences, il y a de la tension. Et donc là, le sens de l'observation va vous permettre de voir comment l'autre réagit, comment l'autre, son langage non verbal, voir comment il se positionne, est-ce qu'il est plutôt en retrait, est-ce qu'il a plutôt une attitude agressive mais froide avec un regard froncé, ou est-ce que vous le sentez plutôt fuyant? Parce que si vous avez cette observation, si vous prenez le temps d'observer, vous allez donc savoir comment vous positionnez pour pouvoir agir, parler, intervenir. Il y a l'empathie. L'empathie, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment une des qualités, je dirais, essentielles pour gérer un conflit. Pourquoi? Parce que si vous êtes empathique, ça veut dire que vous avez la capacité de comprendre ce que l'autre ressent, comprendre, entendre le positionnement de l'autre et vous mettre à sa place en vous disant, oui, je peux comprendre qu'il se soit senti vexé, qu'il ait été offensé, qu'il soit en colère, qu'il soit triste. Vous allez pouvoir comprendre. Donc, si vous faites preuve d'empathie, si vous êtes empathique, vous avez normalement une bonne compétence pour pouvoir gérer un conflit. Il y a également la capacité d'analyse. Et en fait, elle est complètement liée, cette capacité, au sens de l'observation. Une fois qu'on a observé, on analyse la situation. Dans quel type de conflit je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? J'analyse les comportements, ce qui a été dit, les faits, etc. Et ça permet vraiment, avec le sens de l'observation, d'avoir une compétence forte, des moyens efficaces pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a Xavier qui nous pose une question, qui demande comment faire face à un conflit virtuel par mail, par exemple, lorsque la personne est totalement différente en face à face. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en entreprise, quand effectivement, je parlais tout à l'heure de conflits un peu en guerre froide. Eh bien là, en fait, il faut désamorcer le conflit en abordant la personne. On en parlera tout à l'heure dans la méthodologie que je vais vous proposer pour gérer le conflit. Mais là, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que d'aborder la personne, d'aller vers elle et de lui dire, écoute, je viens de lire ton mail ou j'ai lu ton mail hier et en fait, je voudrais que tu m'expliques ce que tu as voulu me dire. Voilà. Là, il faut vraiment aborder la personne. Donc, dans les compétences, les qualités, pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir gérer et désamorcer un conflit, on a la maîtrise des émotions. Ça, c'est vraiment une qualité importante. Parce que si je suis quelqu'un de plutôt timide, de plutôt stressé ou de colérique, eh ben, dans le conflit, toute cette émotion va sortir. Et là, vous n'êtes plus du tout, en fait, dans ce que je disais tout à l'heure, le seuil d'embrayage cognitif, vous n'êtes plus du tout en train de penser. Il y a 2 semaines, quand je parlais de la gestion des émotions, je disais qu'il y avait les 3 cerveaux. Il y a le cerveau, en fait, limbique, le cerveau cognitif, et ils sont là, en fait, pour gérer un peu les choses. On a une partie du cerveau qui gère que les émotions. D'accord? Et on a une partie du cerveau qui gère, donc le cognitif, qui gère toute la réflexion. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions,
votre cerveau, votre partie du cerveau cognitive, elle est bloquée. Vous êtes complètement dans les émotions. Vous êtes complètement emporté par votre stress, par votre sentiment de colère, par votre peur, voilà, par votre angoisse. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas du tout gérer un conflit comme ça. Il va falloir un temps de retrait, un temps de recul pour retrouver un peu vos sens et votre capacité à réfléchir, à analyser, à observer pour pouvoir enfin avoir une action, mener une action efficace. Donc, la maîtrise des émotions, c'est important. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un live sur l'intelligence émotionnelle. Je pense que Delphine, elle va être d'accord avec moi pour que vraiment vous puissiez avoir de bonnes capacités à comprendre pourquoi la maîtrise des émotions est importante. Et puis, il y a la communication positive. On parle de communication positive et de communication non violente. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà eu des formations sur ce sujet où vous en avez entendu parler. Et c'est vraiment un outil très puissant. La communication positive, c'est déjà d'apprendre à parler sans faire de négation. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand vous dites ça, la personne, elle se sent oh là là, complètement agressée. Vous pouvez dire, bah, je pense différemment. Là, tout de suite, vous voyez, c'est plus soft, c'est plus doux, c'est moins agressif. Donc, il faut aussi développer cette capacité à communiquer positivement. C'est important. Et puis, là, je vous dirais, depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est essentiel. Mais vraiment, l'écoute dans le conflit, c'est la base. Si vous n'écoutez pas l'autre, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Le sens de l'écoute, et je parle en termes d'écoute active. Ça veut dire que quand il y a un conflit, là, je ne parle pas du conflit par mail, du conflit où il y a un peu de distance, du conflit froid. Je parle vraiment du conflit quand vous êtes en one-one avec la personne. Là, on est en joute verbale, on est en train de se dire des choses. Si vous n'êtes pas en écoute active, vous ne pouvez pas savoir, comprendre, analyser ce que dit l'autre. Et quand on est dans cet échange, un peu cette joute verbale, ce face-à-face un peu, très désagréable même, on est souvent un peu embué. On a les oreilles qui bourdonnent, on tremble un peu, on a des réactions physiologiques qui font que voilà, vous n'arrivez même pas à entendre ce que dit l'autre. Vous avez besoin de respirer, prendre vraiment de grandes inspirations et revenir à vous pour écouter ce que dit l'autre. Souvent, dans le conflit, on a quelqu'un qui parle et pendant que la personne vous parle, vous êtes en train de penser à ce que vous allez répondre. Et pendant que vous pensez à ce que vous êtes en train de répondre, vous n'écoutez pas ce que dit l'autre. Vous n'entendez pas ce que dit l'autre parce que vous êtes en train de réfléchir déjà à ce que vous allez rétorquer, parce que vous voulez avoir le dernier mot. Sauf que dans la gestion du conflit, l'intérêt, l'important, c'est pas d'avoir le dernier mot, c'est de trouver un compromis, un terrain d'entente, c'est de trouver une zone de paix, de trouver une zone où chacun va dire, OK, tu as entendu ce que j'ai dit, tu as entendu mon propos, j'ai entendu le tien, et comment on peut s'arranger, comment on peut voilà, trouver un équilibre, un accord, un compromis pour pouvoir repartir sur de bases plus sereines. D'accord? Donc, l'écoute, c'est important, important, important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre sur le chat. Je vois que Sébastien était en train d'écrire un petit mot. Ça ne s'est pas affiché, mais j'espère qu'il n'y a pas de souci. Delphine, on va passer à la slide suivante. Donc, du coup, voilà, comment désamorcer un conflit? Eh bien, dans un premier temps, c'est important de s'adresser directement à son interlocuteur ou à faire appel à une tierce personne. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des mails. Il y avait quelqu'un qui me demandait voilà comment on fait quand voilà le conflit est virtuel et voilà il y a des mails interposés puis la personne complètement différente en face à face. Eh bien, on s'adresse directement à son interlocuteur ou alors on fait appel à une tierce personne qui va être bienveillante. Attention. Quand vous faites intervenir une tierce personne, vous devez vraiment de vous assurer que cette personne, elle va être là pour vous aider à désamorcer le conflit. Parfois, on a des gens qui semblent être tout à fait bienveillants, qui ne le sont pas du tout, qui ne vont pas avoir, par exemple, l'art de communiquer avec la personne avec laquelle vous êtes dans le conflit et qui va aller dire tout ce que vous lui avez dit. Alors voilà, il m'a dit ça, du coup, toi, voilà. Non. Je viens de voir, voilà,
ton collègue X, Marc, m'a dit que voilà, c'était compliqué en ce moment. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Voilà, il faut désengorger un petit peu la situation. Le but, c'est que vous puissiez retrouver une communication saine, etc. On apporte du calme, on apporte de la bienveillance, on fait preuve vraiment de sympathie, d'empathie pour pouvoir aider ses collègues. Et puis, quand vous avez le courage, je dirais, ou les capacités d'aborder directement la personne, eh bien, il faut y aller en disant, voilà, j'ai besoin de parler avec toi. Est-ce qu'on peut parler là aujourd'hui? Et puis, deuxième slide, qu'est-ce qu'on fait quand on s'adresse directement à la personne? Eh bien, Delphine, slide suivante, s'il te plaît. Merci. On se base sur les faits. C'est super important. En coaching, on parle beaucoup des faits et des ressentis. Quand vous communiquez avec quelqu'un dans un conflit, il faut vous baser sur les faits. C'est-à-dire que si vous parlez, par exemple, en disant, vous avez un conflit avec un collègue qui est systématiquement en retard dans son rendu de dossier et ça retarde votre travail. Et vous vous sentez complètement sous l'eau parce que du coup, ça retarde votre travail, vous êtes agacé parce que votre qualité de travail aussi dépend de lui, sa capacité à rendre ses dossiers dans les temps. Et vous dites, ouais, voilà, moi, voilà, je me sens complètement oppressée quand tu me rends en retard, ça m'énerve, etc. Là, vous êtes sur le ressenti. J'ai l'impression que tu t'en fiches, tu sais très bien que j'ai besoin que tu envoies les choses dans les temps, moi j'ai l'impression que tu t'en fous. Vous êtes sur les ressentis. Si vous voulez avoir une discussion efficace, si vous voulez avoir une discussion, un échange, comment je dirais, un échange de qualité, un échange qui va vous emmener quelque part, il faut vous baser sur les faits. Et les faits, c'est, bah écoute, voilà, je voulais parler avec toi parce que depuis plusieurs jours, tu envoies ton travail en retard. Et du coup, ça a créé voilà, un peu de dysfonctionnement dans mon service. C'est pas pareil. On parle des faits. Parce que quand vous êtes sur le ressenti, vous êtes donc sur un sentiment. Si vous êtes sur un sentiment, vous êtes donc sur une émotion. Et on ne peut pas juger, je vous l'ai dit juste avant, on ne peut pas juger une émotion et on ne peut pas contrer une émotion. Donc, l'autre va vous dire, ouais, mais moi, je me sens comme ça aussi, parce que moi, j'ai la pression aussi. Donc, si vous vous basez sur les faits, si vous êtes objectif, ne peuvent pas être contestés. Donc, il faut vous baser sur les faits pour pouvoir bien amorcer la discussion et désamorcer le conflit. La slide suivante. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour bien gérer un conflit? Vous exprimez votre ressenti. Mais dans un second temps, d'abord, on parle des faits. Et ensuite, vous dites, ben voilà, moi, quand tu fais ça, je me sens mal à l'aise du coup. Vous exprimez ensuite votre besoin parce que j'ai besoin que tout parte dans les temps. Et puis ensuite, vous exprimez ce que vous attendez de la relation ou du travail final. Donc, je recommence, j'exprime mon ressenti. Ben voilà, moi, quand tu fais ça, du coup, ça me met mal à l'aise, par exemple. J'ai besoin que le travail arrive dans les temps pour pouvoir faire mon travail correctement et que toi et moi, voilà, ça ne crée pas de distension. Donc, j'ai exprimé mon ressenti, mon besoin et ce que j'attends de la relation, de la collaboration. Donc, dans un premier temps, on parle des faits. Dans un premier temps, on parle des faits. Une fois que vous avez posé les faits et que votre interlocuteur, il est OK sur les faits, il est d'accord sur les faits, enfin, vous pouvez exprimer votre ressenti. Mais si vous commencez par exprimer votre ressenti, ça va être cette joute verbale incessante dont je vous parlais juste avant et ça va être complètement, la discussion va être complètement enlisée. Donc, on exprime son ressenti après avoir parlé des faits si son interlocuteur est lui aussi OK sur les faits qui ont été évoqués. Slide suivante. Ensuite, eh ben, on écoute l'autre s'exprimer. C'est important. Ça fait appel au sens de l'écoute, à l'écoute active dont je parlais précédemment. Vous devez écouter l'autre s'exprimer sans lui couper la parole, c'est important. Alors, par exemple,
dans le couple, c'est des choses qui se manifestent beaucoup, les conflits, et on a tendance à couper la parole à l'autre parce qu'en fait, dans le couple, on est complètement dans l'affect, on est complètement dans les émotions. J'en suis la preuve vivante. C'est pas facile pour moi quand je parle, par exemple, avec mon mari, de le laisser terminer. Il me dit souvent, ah, Elodie, tu me laisses pas terminer. Et il a raison. Parce qu'en fait, ça permet pas de désamorcer le conflit. Parce que l'autre, il se sent frustré de pas avoir pu exprimer son point de vue jusqu'au bout. Donc, c'est pas simple, mais il faut s'efforcer à écouter l'autre s'exprimer, à le laisser expliquer son point de vue, à le laisser exprimer aussi son ressenti pour pouvoir, voilà, désengorger un petit peu. Je vous ai dit, il y a un peu d'affect, il y a de l'émotion dans le conflit. Donc, ça permet un peu que chacun puisse voilà, déverser un peu ce qu'il a à dire. Donc, on écoute calmement, on est en écoute active. On fait attention aussi à son langage non verbal. Quand vous êtes dans le conflit, tout compte. D'accord? Donc, je vous disais le sens de l'observation, etc. Mais tout compte. Donc, quand l'autre vous parle et que vous avez un langage non verbal avec les bras croisés, les sourcils froncés, vous levez les yeux, etc. Tout ça, en fait, la personne, elle le ressent aussi. Et donc, ça l'agresse dans le conflit. Donc, on essaie d'être neutre autant que faire se peut. Alors, encore une fois, c'est pas facile. C'est avec l'expérience, avec le fait de recommencer et de recommencer et de recommencer, que vous allez pouvoir vous habituer à essayer d'être neutre, à avoir un visage neutre et des expressions les plus neutres possibles pour ne pas, voilà, que l'autre dise, tu sais quoi, laisse tomber, moi j'arrête de parler avec toi parce que regarde comment tu te comportes. Et voilà, c'est pour éviter ce genre de choses et surtout, on reformule les propos. Dans toutes les formations que vous allez suivre sur la gestion du conflit, on va vous dire que la reformulation, c'est la base. Parce que la reformulation évite les interprétations. Donc, quand quelqu'un vous parle, vous aborde, parce que vous pouvez aussi être la source du conflit, c'est pas toujours l'autre. On est aussi responsable soi-même des choses qu'on dit, des choses qu'on fait, parfois des retards, voilà, d'une façon de voir les choses, d'une idée, d'une opinion qu'on aurait exprimée de façon assez virulente. Donc, vous pouvez être aussi la cause du conflit. Quelqu'un vient vous voir en vous disant, voilà, tu as fait ça, tu as dit ça, etc. Donc là, on est dans l'accusation, dans le jugement. C'est pas la meilleure manière d'aborder la personne avec laquelle vous êtes dans le conflit, mais somme toute, vous restez calme et vous savez qu'il va falloir répondre sur un ton plus bas que celui que la personne utilise, plus serein, et vous allez reformuler. Si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, tu penses que je t'ai manqué de respect. Non, 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 c'est pas tout à fait ça. Donc, si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, c'est important. Vous devez reformuler. Parce que le fait de reformuler vos propos, les propos qui vous ont été dits, va permettre aussi à votre interlocuteur de prendre conscience de ce qu'il vient de dire. Et ça peut complètement casser, en fait, son système de défense. Pas pour pouvoir l'agresser, mais pour qu'il se dise, ah ouais, non, non, c'était pas ça. C'est moins fort que ça. Vous réutilisez ces mots ou vous utilisez une reformulation pour pouvoir lui dire, est-ce que j'ai bien compris? Vous vous assurez de bien avoir compris de quoi il s'agit. On a une question de Delphine qui dit, lorsque la personne est dans l'évitement, comment réussir à atteindre ce niveau de discussion? Eh bien, je crois que quand on a quelqu'un qui est dans l'évitement, c'est très difficile. On est tous différents. On a tous une expérience et un vécu qui est différent face au conflit. Donc, c'est compliqué. Je pense que les personnes qui sont dans l'évitement, elles ont peur de la conséquence, des conséquences que peuvent amener le conflit. Elles ont parfois peur d'altérer la relation, de perdre, par exemple, si c'est au travail, un statut, de perdre des avantages. Donc, en fait, elles se bloquent. Et puis, des fois, c'est elles-mêmes, elles sont juste pas en capacité d'aborder le conflit. Et quand une personne est dans l'évitement, si vous êtes en one-to-one, il faut faire appel à une tierce personne. Parce que la tierce personne va venir dire, écoute, j'ai l'impression que depuis quelques jours, ça va pas trop avec telle personne, je me trompe ou voilà. Il faut vraiment permettre à la personne qui est dans l'évitement de communiquer. Il faut lui laisser un champ d'expression qui va lui permettre vraiment de poser des mots sur ce qui se passe. Et là, vraiment, il y a, pour moi, à mon sens, hein, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec ça, il y a vraiment qu'une tierce personne qui peut aider parce que vous, si vous allez aborder la personne,
déjà, on est souvent agacé par quelqu'un qui est dans l'évitement. J'ai connu des responsables hiérarchiques qui voyaient des collaborateurs s'entretuer littéralement et qui ne disaient rien. Et c'est terrible, ça vous agace. Alors, les deux parties sont agacées, énervées en disant, mais attendez, là, on a des conflits dans l'entreprise, dans le service depuis des semaines, et le chef ne dit rien, il passe comme ça, il fait comme si de rien n'était. C'est agaçant. Donc, souvent, on est agacé par par la personne qui est dans l'évitement, et je pense qu'il faut faire appel à une tierce personne qui irait dire, ben voilà, là, il y a un conflit et on a besoin que vous puissiez intervenir. Il y a un conflit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me trompe? Voilà, je pense qu'il faut qu'on en parle. Donc, voilà, cette personne qui est dans l'évitement, pour pouvoir atteindre ce niveau de discussion et d'écoute, il faut faire intervenir quelqu'un, selon moi. La slide suivante. Et puis voilà, une fois qu'on a donc discuté, qu'on a reformulé, qu'on a échangé, qu'on a été dans l'écoute, il faut tenter de définir ensemble un objectif, un compromis, quelque chose sur lequel, voilà, on va être d'accord ensemble. On peut être à deux, à trois, deux services, plusieurs personnes. Il faut que ça soit satisfaisant pour tous. Vous savez, dans le conflit, parce que c'est vraiment une thématique qui est très, très large. Souvent, les formations sur la gestion de conflit, elles peuvent durer 3-4 jours. Donc là, en 1 heure, j'essaie de vous donner juste les bases, juste des petites clés comme ça qui vous permettent un peu dans votre quotidien de pouvoir voilà, retrouver un petit peu de sens par rapport à cette thématique, en fait, qui est dans notre quotidien. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire que il y a le gagnant-gagnant, il y a le gagnant-perdant, il y a le perdant-perdant. Dans le conflit, c'est difficile souvent de trouver une totale satisfaction. Je pense qu'il faut savoir parfois lâcher prise sur certaines choses qui voilà, sont relativisées. Vous devez apprendre à relativiser. Je veux dire, si aujourd'hui, je n'obtiens pas voilà, gain de cause ou que je ne suis pas 100% satisfait, peut-être que dans 1 semaine, dans 2 semaines ou dans 1 mois, on pourra réaborder cette question en n'étant plus du tout dans le conflit. Et puis, on pourra peut-être trouver un terrain d'entente qui me conviendra mieux, qui sera plus agréable, plus satisfaisant pour tout le monde. Donc, c'est important, c'est vraiment important de prendre du recul quand on est dans le conflit, d'apprendre à lâcher prise, de vous dire que c'est vrai que souvent il y a des enjeux dans le conflit. Par exemple, dans le couple, voilà, quand une épouse, un conjoint travaille beaucoup et que l'autre a besoin de temps, de passer du temps avec son conjoint, son épouse, et qu'il y a conflit là-dessus, voilà, on ne peut pas rester sur sa position en disant, bon, bah, moi, c'est comme ça, moi, je travaille, j'apporte de l'argent dans le foyer, je le fais pour nous. Oh, oui, d'accord, mais l'autre en face, il a aussi besoin d'être satisfait dans la relation. Donc, je lâche un peu prise, je dis, OK, je fais preuve de bienveillance, comme je disais tout à l'heure, d'empathie, je comprends la position de l'autre et je lâche prise pendant quelques temps pour pouvoir, ben voilà, après, retrouver un équilibre, déjà retrouver la paix, l'harmonie. C'est important. Il faut qu'il y ait aussi des endroits choisis en entreprise ou même au sein de la cellule familiale où on dit que c'est la zone de paix. C'est la zone, c'est la Suisse, je dirais, avec humour. La zone de paix, la zone où il n'y a pas de conflit. Donc, en entreprise, ça peut être une salle de pause, une salle de réunion où là, on vient, où on aborde les sujets, etc., où on peut ensemble dire, bon, moi, voilà ce que j'attends, nous, voilà ce qu'on attend, etc. Et au sein du couple aussi, de la famille, ou même avec vos enfants, parce que les conflits, voilà, je vous disais, ils sont présents dans tous les domaines de vie. C'est de trouver un endroit où on n'a pas le conflit. Donc, si vous sentez qu'à la maison, ce n'est pas idéal, eh ben, on sort, on va marcher tous les 2 ou tous les 3 et on parle dehors parce que quand on va être dans la rue, on ne va pas hurler ou alors, on va s'exprimer de façon plus posée. On va s'asseoir au parc, sur un banc ou on se voit au restaurant quand ils seront tous réouverts au restaurant. Voilà, on se voit et on discute dans une zone qui est neutre. C'est important parce que ce sont des outils, ce sont des moyens qui permettent vraiment de désamorcer les conflits.
Donc voilà, si vous avez des questions ou vous faites face à des situations un peu compliquées, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vois qu'il y a Sébastien encore qui est connecté, Amandine, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans mes slides, Delphine. Voilà, on arrive un peu à la fin donc de cette session de coaching où finalement on comprend que, en résumé, le conflit, il se manifeste dans toutes les sphères de nos vies. Il se manifeste vraiment partout, dans le travail, dans le couple, la famille, les relations avec ses parents, avec ses enfants. Il est inévitable. Alors, vous me direz, ah bon, bah oui, le conflit, c'est inévitable. Vous avez des vies qui ont parfois où il y a du stress, le travail, la fatigue, les difficultés financières parfois au sein du couple, les changements d'emploi, les changements de rythme de vie. Le conflit, il est présent, systématiquement présent. Et si vous avez ça en tête, eh bien, quand le conflit se manifestera, vous serez plus enclin à l'aimer. Mais si vous êtes plutôt du genre à dire non, non, mais moi, je ne veux pas vivre dans le conflit, moi, je suis quelqu'un, je suis pour la paix, je veux vivre tranquille, je ne veux pas qu'il y ait de conflit autour de moi, mais c'est un leurre, c'est pas possible, c'est utopiste de dire ça. Le conflit, il existe. Donc, si vous avez en tête que le conflit, il existe, qu'il y aura des conflits parfois à droite et à gauche. Quand les conflits viendront, vous saurez les gérer parce que du coup, vous allez anticiper. Vous allez savoir que, OK, oh, là, il y a un conflit. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut le prendre comme ça. Ce sont des choses qui arrivent et ça se gère. C'est la deuxième chose. Le conflit peut être dépassé. Il peut être bien géré. Il peut être vraiment bien désamorcé si on a en face de soi des personnes qui comprennent que de dépasser le conflit, c'est important. C'est tout à votre honneur d'avoir le comportement qu'il faut, d'avoir ce sens de l'observation, d'être empathique, de faire preuve de communication positive, de prendre du recul quand vous êtes dans une situation de conflit, de ne pas vouloir montrer votre force, de ne pas vouloir manifester votre autorité, de ne pas vouloir monter sur l'autre de manière tout à fait bah voilà, vous voyez, quand vous voulez faire preuve d'autorité, quoi, vous voulez avoir le dessus sur l'autre. Enfin, on n'a rien à prouver à l'autre. On est là pour essayer d'avoir des relations qui sont saines, qui sont agréables, et c'est ça qui est très important. Et donc, si vous faites preuve de bienveillance, d'empathie, si vous faites preuve de recul, eh bien, dans la gestion des conflits, avec une bonne communication, vous allez pouvoir vraiment aller au-delà. Vous allez pouvoir les gérer, vous allez pouvoir les dépasser en gérant bien vos émotions aussi. C'est clair qu'aujourd'hui, l'exercice de la relativisation est très important et l'harmonie. J'adore la zone de paix. Ah oui, alors ça, faut la créer. Hein. Faut la créer, faut créer cette zone de paix. Et encore une fois, je le dis, on est vraiment dans dans des temps qui sont difficiles, dans des temps où il y a du stress. Hier, j'ai regardé BFM Télé pendant une demi-heure. J'ai senti en moi le stress monter, alors que j'étais tout à fait sereine juste avant. Donc, les conflits vont venir parce qu'on est stressé, parce qu'on est moins patient, parce qu'il y a des enjeux. Il y a des commerçants qui perdent leur emploi, leur travail. Il y a des gens qui perdent leur boulot. Enfin, c'est compliqué. Il y a de l'absentéisme à cause de tous ces arrêts maladie. Donc, le conflit va venir. Et dans ce conflit qui vient, eh ben, n'oubliez pas d'être bienveillant. N'oubliez pas de faire preuve de relativisation, de prendre du recul, de vous dire que c'est pas la peine de perdre toute votre énergie dans le conflit. Il faut garder votre énergie pour apprendre à gérer vos émotions, pour créer vos business, pour avoir des nouvelles idées, pour pouvoir surfer sur cette vague de coronavirus et de créer de nouvelles choses, d'être efficace, d'être bien, de protéger vos familles, de partager des choses plutôt positives. Voilà, moi, mon message aujourd'hui, c'est de dire, faites attention à vous, de ne pas vous laisser déborder, attraper par le stress que toutes ces situations génèrent
et vraiment de ne pas être celui qui va être acteur, qui va jeter de l'huile sur le feu pendant le conflit, mais d'être celui qui va dire, OK, on prend du recul, c'est pas très grave, on en parle après, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas la peine de se crêper le chignon, c'est pas la peine de passer des heures à parler de ça. Et il y a autre chose qui est très important aussi que vous pouvez faire dans le conflit, c'est d'écrire. Parfois, écrire à l'autre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on attend de lui, eh ben, c'est bien. Si vous n'êtes pas en capacité de parler calmement, écrivez. Écrivez une lettre, écrivez un texto, écrivez un mail, parce que ça permet aussi de désengorger la situation. La personne qui lit votre mail, hein, un mail bienveillant, hein, j'entends un mail sympa, ou voilà, vous êtes là vraiment pour essayer voilà, d'atténuer la situation et vraiment de faire en sorte que des relations beaucoup plus paisibles voilà, soient là, je vous conseille d'écrire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. S'il vous a servi, si vous avez eu si ça vous a éclairé, ça vous a donné des clés, partagez-le nous. Vous allez pouvoir accéder au replay aussi. Vous allez pouvoir revoir et renoter si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces choses. Voilà. Merci Laurie, merci Amandine, merci Anne-Sophie, merci à vous. Merci. Élodie, j'ai mis juste 2 petits sondages sur le côté. Si vous pouvez justement répondre à est-ce que la conférence vous a été utile, et puis les retours sont anonymes, donc on a vraiment besoin de vos retours et en toute bienveillance évidemment, et sur les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. C'est important aussi pour nous, pour construire les cycles qu'on construit avec Élodie et sur la suite du parcours avec Ma Bonne Fée. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci pour la réponse au sondage. Et puis, on vous retrouve. La prochaine session, c'est le 18 novembre à midi. Élodie. Et là, on parlera, et je pense qu'on en aura bien besoin, la pensée positive. La pensée positive. Ouais. Donc, je pense qu'on est visionnaire sur les sujets du moment. Donc, mi-novembre, rendez-vous sur la pensée positive. On vous remercie. On vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.